Initiation et arrêt de la marche. Comprendre comment le centre de pression se déplace lorsque nous commençons ou arrêtons de marcher. Comprendre comment on marche, c'est non seulement s'intéresser à la marche lancée, mais aussi à tout ce qui fait partie de la vie quotidienne. L'homme marche en avant, en arrière, saute, court, monte et descend les pentes et les escaliers, franchit des obstacles, transporte des charges. Et avant cela même, il faut commencer à marcher. Tout comme arriver à destination, il faut pouvoir s'arrêter. Nous allons ici nous intéresser à ces deux phases particulières de la marche, que sont l'initiation et l'arrêt de la marche, afin de comprendre comment le centre de pression et le centre de masse évoluent normalement chez un sujet asymptomatique, et ainsi mieux cerner l'influence de la pathologie. Le terme initiation de la marche définit le passage de la posture debout à la marche, au cours duquel un contrôle précis du centre de pression est nécessaire pour accélérer le centre de masse dans la direction d'avancée. Plus précisément, il s'agit de la très courte période comprise entre les premiers phénomènes mécaniques et l'instant où le pied de support débute sa phase oscillante. Cette tâche est si présente dans notre vie quotidienne et intégrée par le système nerveux central que nous n'y prêtons pas attention. Elle est pourtant plus complexe à réaliser que la marche à vitesse stable. En effet, du point de vue du contrôle moteur, il s'agit d'une période transitoire instable entre deux états stables, la posture statique et la marche lancée, au cours de laquelle la synergie posturale s'efface et la synergie locomotrice se met en place. Du point de vue de son analyse, l'initiation est généralement décomposée en deux phases distinctes, une phase d'anticipation posturale, aussi appelée phase de relâchement, et une phase d'exécution, ou phase de délestage. La séparation entre les deux phases se situe à l'instant du décollement du pied qui exécute le pas. Cette vidéo illustre le début de la marche. Mettons-nous dès à présent au point sur la terminologie utilisée dans la suite pour identifier les membres. Le membre de départ sera celui du côté initiant le mouvement. Dans nos exemples, il s'agira du membre droit. Ce membre pourra également être nommé membre oscillant car il constituera le premier côté à entrer en phase oscillante. Par conséquent, le membre contralatéral sera le membre d'appui, premier côté à être en phase de simple appui. Voyons tout d'abord la phase d'anticipation posturale. En position statique, le centre de pression et la projection au sol du centre de masse, souvent appelé centre de gravité, sont proches. Le centre de pression stabilise la position du centre de masse par des excursions de plus grande amplitude et de fréquence plus élevée. Pour initier la marche, les déplacements du centre de pression doivent induire un couple de déséquilibre entre le centre de pression et le centre de masse. C'est la seule façon de créer du mouvement, si vous n'avez pas à disposition quelqu'un pour vous pousser dans le dos. En d'autres termes, le centre de pression doit être reculé pour faire chuter le centre de masse vers l'avant. Comment s'y prend-on? Du fait du relâchement des fléchisseurs plantaires, muscle soleus, et de l'activation des fléchisseurs dorsaux, muscle tibialis antérieur, les orteils se relèvent très légèrement et ainsi la base de support se réduit. Le centre de pression se déporte alors vers l'arrière et vers le pied de départ, c'est-à-dire le premier membre oscillant, du fait de la contraction des abducteurs de hanches homolatéraux, ce qui a pour conséquence d'accélérer le centre de masse en avant vers la jambe d'appui. Après ce recul du centre de pression vers le pied de départ, celui-ci poursuit sa course en arrière vers le pied d'appui. Les ajustements posturaux anticipés se terminent par la levée du pied oscillant. Le transfert vers le membre en appui est visible ici sur la première courbe, représentative de la position médio-latérale du centre de pression. D'autre part, vous remarquerez que l'instant du lever du talon, matérialisé ici par le point rouge, coïncide souvent avec un léger déport du centre de pression. Phase d'exécution. Cette phase débute par une phase d'appui unipodal,
durant laquelle le pied oscillant est déplacé vers l'avant. Le centre de pression se déplace vers l'avant sous le pied d'appui et le centre de masse accélère vers l'avant et médialement jusqu'à ce que le pied de départ rentre à nouveau en contact avec le sol. À ce moment, la trajectoire du centre de masse adopte le comportement observé lors de la marche, avec un mouvement sinusoïdal. Enfin, au cours du double appui qui suit, une contraction du muscle solaire, évidemment associée à l'effet de la pesanteur, permet d'initier la propulsion du membre qui était la jambe d'appui, et entre alors en phase oscillante. Nous sommes entrés à présent dans la marche en tant que telle. Nous rejoignons ici le trajet du centre de pression au cours de cette phase d'exécution, avec le simple appui gauche suivi du double appui. Chez le sujet sain, une vitesse stable du centre de masse est atteinte à la fin du premier pas, et celle-ci est inversement proportionnelle à la durée de l'initiation de la marche. Il est également à noter que l'amplitude de déplacement latéral du centre de masse est évidemment toujours inférieure à celle du centre de pression durant l'initiation de la marche, de sorte que la stabilité puisse être maintenue. Passons à présent à l'arrêt de la marche, en anglais Gait Termination. L'arrêt de la marche consiste en une période transitoire pendant laquelle le corps décélère jusqu'à l'arrêt complet. Elle est caractérisée par une décélération du centre de masse, un placement des pieds pour établir la base de support finale, et un contrôle du centre de masse à l'intérieur des limites de cette base de support pour assurer la stabilité. Les synergies musculaires employées par le système nerveux central conduisent les mouvements des jambes pour modifier le centre de pression sous les pieds. Le centre de pression contrôle le centre de masse lors de l'arrêt de la marche et peut influencer sa position. Nous nous intéresserons ici aux trois derniers appuis, que nous appellerons avant-dernier appui et appui stabilisateur. Il est à noter que deux types de protocoles peuvent être retrouvés dans la littérature. En condition d'arrêt planifié, les sujets sont informés de l'endroit où ils doivent s'arrêter et sont contraints de s'arrêter avec les pieds parallèles. Dans l'arrêt non planifié, le sujet n'a aucune connaissance préalable de l'endroit où il doit s'arrêter, et la position finale des pieds est sans contrainte. Trois phases sont couramment spécifiées pour analyser l'arrêt de la marche: le freinage, la transition et la stabilisation. La phase de freinage correspond au déplacement du centre de pression de l'avant-dernier appui vers le dernier appui, jusqu'à ce que l'avant-dernier appui quitte le sol. Le centre de pression se déplace donc antérolatéralement du côté du premier pied qui s'arrête, c'est-à-dire le dernier appui. Ce placement du pied va permettre de déplacer le centre de pression en avance sur le centre de masse pour le freiner. Un pas trop court pourra d'ailleurs affecter l'arrêt en limitant la capacité à freiner le centre de masse à l'endroit voulu. La phase de transition débute alors une fois que toute la pression est transférée sur le dernier appui, l'autre membre étant en phase oscillante. Le centre de pression atteint sa position maximale vers l'avant au milieu de l'appui unipodal. Cette phase réduit la vitesse du centre de masse qui se déplace vers la ligne médiane. Le point auquel le centre de pression change de direction ne correspond à aucun événement particulier. Mais il arrive toujours après la pose de l'avant-pied du dernier appui et avant le contact de l'appui stabilisateur avec le sol. Une fois le double appui établi, nous sommes alors dans la phase de stabilisation, le centre de pression rejoignant le centre de masse en effectuant une courte correction en postérieur et en médial. Vous aurez remarqué que le trajet du centre de pression lors de l'arrêt est relativement similaire à celui de l'initiation, en étant inversé par rapport à celui-ci. L'initiation de la marche, comme l'arrêt de la marche, nécessite des capacités d'équilibre, de propulsion et de freinage, capacités qui sont perturbées dans de nombreuses pathologies et conditions. Chez le sujet amputé du membre inférieur, par exemple, l'absence d'extenseur plantaire de cheville implique la mise en place de stratégies différentes pour initier et arrêter la marche.
Nous reviendrons en détail sur l'influence de la pathologie sur ces deux phases dans une autre présentation. En attendant, vous pouvez déjà approfondir le sujet en consultant ces quelques références bibliographiques.